Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre séance de questions-réponses avec la rédaction du Revenu. Vous savez, depuis le début de l'année, on veut vraiment prendre du temps avec nos lecteurs pour aller à leur rencontre et surtout répondre aux questions qu'ils peuvent avoir. Donc merci beaucoup d'être déjà très nombreux sur ce live, hein. On est en direct, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions dans le chat. Sentez-vous très libre. Évidemment, on a fait appel à un spécialiste aujourd'hui pour vous répondre. On a fait appel à Bruno Cus, qui est, vous le savez, le journaliste phare de la Décision Bourse, la publication boursière du Revenu. C'est lui le grand Manitou de la bourse qui la connaît depuis plus de 30 ans et qui va être capable de répondre à vos questions. Et je serai là pour simplement lui passer vos questions et peut-être challenger certaines réponses pour aller un petit peu plus loin. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose peut-être qu'on passe tout de suite la parole à Bruno et qu'on fasse un rapide bilan de l'année 2025. On n'est pas encore très très loin dans l'année 2026. Et puis déjà, peut-être les premières turbulences et les premiers chocs qu'on a vécus en 2026 sur le mois de janvier, étant donné qu'on fait ce rendez-vous tous les mois. Bruno. Bonjour Gaspard. Eh bien écoutez, oui, l'année 2025 a été plutôt favorable pour l'ensemble des actifs, on va dire, que ce soit les taux, les actions, les matières premières. Enfin, on a eu une très bonne année, alors que l'année s'annonçait quand même assez délicate, puisque dès le mois d'avril, on avait quand même de fortes tensions sur les marchés à cause des droits de douane. Finalement, une affaire qui s'est plutôt bien réglée, hein. On a vu dans le temps, progressivement, Donald Trump a tempéré un petit peu sa politique commerciale, et finalement, on a terminé l'année sur de très bonnes performances pour les indices. Alors, pour une fois, les indices européens ont tenu la dragée haute aux indices américains, avec des hausses très importantes notamment sur les marchés italiens et espagnols, où on a eu des hausses de 30-40%. La France est un petit peu en retard, la situation politique oblige, hein. On a terminé sur une progression de moins de 15%, mais en tout cas encore très, très satisfaisante malgré tout. Et les principales hausses Même le sont... DAX européen Le, était Da- très le bon l'année DAX, oui, dernière. oui, tout à fait. Le DAX a été bon à plus de 20% de croissance. C'est difficile de rater l'année 2025. Oui, c'était difficile. Et là, en fait, on pouvait vraiment surperformer en allant sur les marchés émergents. Le marché qui a plus progressé, en fait, c'était le marché sud-coréen, en fait, qui a été porté par notamment tout ce qui est puces, etc., avec les investissements dans l'IA, où là, on avait des performances d'à plus de 80%, je crois, sur l'année. Donc, Mais alors ceux qui vantent les marchés américains se sont un peu trompés, c'est ça? Ils étaient moins performants en tout cas que oui, ceux alors qu'on aurait pu bon, avoir. c'est vrai que les 2 dernières années étaient particulièrement fastes, hein. On Mm. avait des indices Nasdaq qui avaient été portés par les valeurs technologiques, hein. Et en fin d'année dernière, en fait, bon, la dynamique a été un petit peu interrompue sur le compartiment technologique en raison des questions qui se sont rapidement posées, en tout cas sur la pérennité, en tout cas de la croissance de ces sociétés, hein, puisqu'on est sur des taux de croissance des bénéfices qui sont actuellement de l'ordre de 20 à 30%, hein. On l'a encore vu sur les résultats du quatrième trimestre qui viennent de sortir là. Donc une dynamique très forte, mais on s'interroge, on se pose des questions, les investisseurs se posent des questions en tout cas sur la tendance future des bénéfices. Et donc là, enfin, je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe en ce début d'année, en Oui, tout cas, les interrogations parce que sont toujours voilà, les vivaces. interrogations sont toujours assez fortes. Et on a deux types de choses en fait qui sont venues un peu tempérer le compartiment technologique depuis le début de cette année. Vous avez d'une part, effectivement, c'est des attentes qui sont très fortes, et donc même si les performances sont très bonnes, en tout cas, les investisseurs en demandent toujours plus, et donc la moindre déception est sanctionnée au prix fort. Même quand on respecte les attentes du Oui, marché, parfois les cours sont voilà, corrigés. par exemple, Microsoft a battu les attentes, et en fait, son cours a dévissé. En fait, ce que regardent maintenant les investisseurs, ce sont les investissements que font les acteurs de la tech dans l'IA pour rester dans la course à l'IA, dans la course à la puissance de calcul. Et on voit que c'est ça qui inquiète aujourd'hui. Ce sont des centaines de milliards d'euros. On a vu Alphabet, donc la maison mère de Google, qui annonçait vouloir doubler ses investissements cette année pour les porter à 185 milliards de dollars sur une seule année. C'est énorme. Et on a vu Amazon également hier
baissé aussi, le cours a perdu 10%, hein, parce que Amazon va investir 200 milliards de son côté. Donc on a Ils investissent trop ils au investissent regard trop, du voilà, et on marché. se pose la question sur la monétisation, en tout Ouais, cas, de ces investissements aujourd'hui. Est-ce que ces investissements seront rentables? En tout cas, ils vont peser dans un premier temps sur la rentabilité de ces groupes. Alors, pour l'instant, ce sont des groupes qui avaient des trésoreries pléthoriques, et bien donc il n'y a sûr. pas trop de soucis. Mais en tout cas, si la tendance se poursuit, on pourrait avoir des groupes qui se mettent à s'endetter et en tout cas à dégrader leur bilan, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est Meta qui a, je crois, tiré un peu son épingle du jeu quand même, qui a des Oui, investissements alors importants en IA, mais que ça oui, paye en bah, voilà, publicité. la publicité compense un peu. Alors voilà, il y a quand même des acteurs qui tirent leur épingle du jeu, hein, dans tout ce qu'on englobe dans l'IA. Il y a ceux qui produisent les puces, donc eux, il y a un gros besoin de puces, comme Nvidia par exemple. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y a aussi tout ce qui est, enfin, toutes ces sociétés, en fait, elles investissent beaucoup dans les data centers. Mm. Et donc, tous les constructeurs de data centers, toutes les entreprises qui sont liées à la construction de ces data centers profitent en tout cas, elles, en tout cas à très court terme, elles engrangent du cash. Donc, c'est plutôt bien pour elles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une distinction qui se fait entre les sociétés qui profitent à très court terme, donc on est sûr qu'elles profitent de l'IA, et celles sur lesquelles il y a des espoirs à moyen et long terme, où là, c'est beaucoup plus délicat. Et dans les valeurs françaises, il y en a qui profitent justement de ces data centers. Est-ce que Saint-Gobain, est-ce que Alors Vinci? effectivement, alors non, il y a Saint-Gobain, alors c'est pas la principale pôle de croissance de Saint-Gobain, mais ça fait partie en tout cas, hein, c'est pas majoritaire dans ses activités, mais en tout cas Saint-Gobain participe à la construction des data centers. Et les deux sociétés qui profitent en tout cas le plus, enfin dans les grandes valeurs, hein, ce sont Schneider Electric et Legrand, qui réalisent à peu près 20%, un peu plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans les data centers aujourd'hui. Et donc on a vu, après une pause l'année dernière, l'action Schneider Electric repartir très fortement depuis le début de l'année, justement parce qu'il y a ces gros investissements annoncés par les géants de la tech en data centers. Et alors un choc quand même aussi, le choc des matières premières, en tout cas ou des métaux précieux, Oui, ouais, l'or, alors l'argent qui oui, avait alors on a eu, caracolé l'année dernière, là, ouais, ouais, c'est alors pas de, alors, enfin, c'est vrai qu'on était parti très fort puisque en fait, j'ai regardé en l'espace d'un mois sur l'once d'or, on était passé de 4 500 $ à 5 500 $. On a gagné 1000 $ sur l'once d'or en un mois, au mois de janvier, tout simplement. mmh. C'est très rare. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de spéculation, beaucoup d'emballement en fait, hein. Déjà l'année dernière, on avait eu beaucoup d'emballement aussi. Et là, ça s'était vraiment accéléré. Et Emballement qui vient d'où? Qui vient d'investisseurs particuliers, des banques centrales qui vendent le alors dollar voilà, pour acheter de l'or? on a eu beaucoup. Alors, il y a la tendance de fond, c'est effectivement les banques centrales qui achètent de l'or pour diversifier leurs réserves, hein, réduire un peu l'exposition au dollar. Et puis, il y a eu beaucoup d'investisseurs, déjà, des investisseurs qui ont considéré l'or comme une alternative au dollar, parce qu'on se pose quand même pas mal de questions sur le dollar avec Le dollar façon Trump? voilà, la politique de Trump quand même inquiète un petit peu, laisser partir les déficits. Donc, on se dit que les actifs en dollars sont devenus moins sécurs aujourd'hui. La Et, mainmise sur la Fed aussi et qui donc, voilà, il y est avait des questions sur le remplaçant de Jérôme Powell à la Fed, puisque la crainte, c'était que Donald Trump nomme un homme de paille, en grosso modo, pour faire baisser les taux le plus possible, au risque de discréditer la Fed, en fait, de remettre en cause son indépendance. et donc de laisser partir Et l'inflation, voilà, et de ce qui aurait dévaloriser le été, ça aurait eu dollar. des dégâts assez considérables, en tout cas Mmh. sur les taux longs américains qui auraient sans doute flambé, sur le Mmh. dollar qui aurait continué de baisser. Et ça aurait été pas bon non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier, puisqu'en fait, on est tous dépendants un petit peu du dollar et des taux américains. Donc, On ça se aurait rend été, pas compte dans notre non, vie quotidienne en ça tant que aurait Français avec été nos un petit euros, peu mais catastrophique. Et alors le choix à rassurer? ouais, dans ce contexte, la nomination de Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Kevin Warsh, bon, c'est vrai que c'est devenu un proche de Donald Trump, mais c'est quand même, à la base, c'était un faucon, ce qu'on appelle un faucon, hein. À la Fed, il y a les faucons et les colombes. Et les Non pas les colombes, faucons et les vrais faux, faut pas voilà, confondre les 2. les colombes, ce sont les partisans des baisses de taux, les politiques monétaires accommodantes, et les faucons sont très trop soucieux par rapport à l'inflation notamment. L'orthodoxie monétaire et ne Orthodoxie, pas, voilà. Et donc, Kevin Warsh, c'est un ancien faucon, mais qui s'est un peu adouci un petit peu. Donc, ouais, donc c'est un choix un c'est peu un choix. contre nature de Voilà, la part de Trump, c'est le choix de la raison quand même, parce que Mmh. Trump, je pense qu'il peut pas faire n'importe quoi. On approche des midterms, des élections de midterms au mois de novembre.
Et si Trump veut conserver un équilibre, en tout cas sur les marchés, sur la croissance du pays, etc., il n'a pas intérêt à trop faire n'importe quoi et à ce que les marchés commencent à dévisser. Ça ne serait pas bon pour le pouvoir d'achat des Bien sûr, Américains. les retraites sont tout de suite Voilà. indexées sur les Voilà. bourses. Donc, Donc, vous avez toute la consommation serait remise en cause. Donc, on n'aurait pas du tout un très bon bilan à l'approche des mi-mandats. Donc, c'est pour ça que Trump a fait un choix, le choix de la raison quand même, ce qui est plutôt satisfaisant aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire que la politique monétaire de la Fed pourrait être un petit peu moins accommodante que prévu. C'est-à-dire il y aura peut-être moins de baisses de taux. Pour l'instant, on est quand même sur 2 baisses attendues d'ici la fin de l'année. Mais voilà, certains investisseurs pensaient qu'il y en aurait plus si un autre candidat aurait été choisi par Trump. En tout cas, cette nomination, voilà, cette perspective de Fed un peu plus rigoureuse, en tout cas, eh bien, elle a fait remonter le dollar. Ça a rassuré un petit peu les investisseurs. Donc, les investisseurs sont revenus sur le dollar. Et du coup, toutes les valeurs refuges comme l'or ont perdu un petit peu de leur attrait. Et le mouvement s'est accéléré, en fait, aussi avec l'augmentation des appels des marges des plateformes en fait, qui interviennent sur les contrats à terme. Et donc, quand vous augmentez les appels de marge, effectivement, vous contraignez certains spéculateurs, en tout cas, à diminuer leur position, à réduire leur exposition. Et donc, il y a eu un effet d'entraînement, en tout cas, sur ce marché des métaux, encore plus sur l'argent, qui est beaucoup plus spéculatif que l'or, parce que c'est un marché beaucoup plus petit, et donc les variations sont plus amplifiées. importante. Oui. Et voilà, donc en tout cas, l'or a remonté quand même depuis 3 jours. Beaucoup de gens nous posent des questions. Hein. Merci, vous êtes déjà très, très, très nombreux dans les commentaires à nous dire bonjour, Philippe, Alain, Didier, très sympa. Et effectivement, les gens s'intéressent à l'or. Alors, comment vous Non, voyez? c'est vrai que c'est devenu une classe d'actifs à part entière, hein, sur laquelle il faut aller. Je pense que il y a eu ce mini crack, donc on est passé je vous ai dit, on est passé de 4005 à 5005 et on est retombé à 4005. C'est des mouvements assez violents. Et là, on revient, on est repassé à 4000, presque 4009, parce que nous, on pense que l'or restera malgré tout un actif incontournable cette année. Il y a toujours cette tendance de fond à l'achat des banques centrales qui se renforce régulièrement, qui achètent de l'or pour se diversifier. Et puis, voilà, il y a quand même toujours des craintes malgré tout sur l'évolution des déficits budgétaires aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein. Même l'Allemagne se met à emprunter aujourd'hui. Donc, voilà, l'or restera quand même un actif à surveiller qu'il faudra avoir dans les portefeuilles de toute façon. Et voilà, il y a même des objectifs encore à 6 000 $ pour la fin de l'année. Bon, ne désespérez pas de l'or. Non, Alors, non, l'or, il faut y a vraiment en des avoir. chocs, mais il faut. Voilà, c'est devenu un peu plus spéculatif. Puis il y a beaucoup de gens, cette hausse de l'or, elle a intéressé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont rués un petit peu là-dessus, qui ont spéculé. Donc il y a eu beaucoup de spéculation. Cette spéculation, donc là, elle est un petit peu réduite. Et on va revenir sur des choses un peu plus fondamentales. Mais en tout cas, voilà, la demande, elle va rester assez forte, je pense. Oui, de toute façon, nous, au revenu, on n'est pas des traders, on est des investisseurs de long terme. On encourage nos lecteurs à jouer le temps long. À la bourse, il ne faut pas espérer gagner tous les jours et accepter les variations. Voilà. Et puis c'est surtout voilà, il faut savoir diversifier ses actifs. Hein, quand on a des actions, c'est très bien, mais il faut avoir un petit peu des valeurs un peu refuge, parce que l'or reste malgré tout une valeur refuge. Et quand les choses vont un peu mal, c'est quand même toujours bien d'avoir des actifs comme de l'or. Contrairement au Bitcoin qui, en ce moment, connaît des Bitcoin, moments oui, alors difficiles, hein. qui a dévissé en même temps que l'or. Hein, c'est pareil, c'est la nomination de Kevin Warsh aussi qui a un peu accéléré. Enfin, était déjà bien baissé le Bitcoin, mais quand on a vu que la Fed serait peut-être un peu plus restrictive avec cette nouvelle nomination du nouveau patron de la Fed, on a eu cette accélération baissière, puisque là aussi, on s'est dit, bon, bah, le Bitcoin, on en achetait parce qu'on pensait que le dollar ne vaudrait plus grand-chose, Deviendra etc. des billets de Monopoly. Et voilà, donc là, et on a des effets d'entraînement parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation également, des effets pareil de spéculateurs qui sont obligés de vendre. Donc là, le Bitcoin, on ne sait pas, c'est pas comme l'or quand même, parce que l'or, il y a quand même une demande de soutien de fonds des banques centrales notamment. Le Bitcoin, ça devient plus compliqué. Donc c'est bien d'en avoir un petit peu. Peut-être que les cours actuels peuvent être mis à profit, mais en tout cas dans des proportions très mesurées. Nous,
On pense que c'est peut-être bien d'en avoir un peu, mais pas trop, et surtout d'y aller très progressivement, parce que la baisse, elle peut très bien continuer encore. Très clair. Alors, on va passer à vos questions, hein. Merci, elles sont déjà très nombreuses. Bernard Roussel nous demande: évolution du marché pétrolier et des cours du Brent, cours de l'action Total Energy. Comment vous voyez ça? Alors, beh, depuis le début de l'année, le Brent se reprend. C'était une grosse déception l'année dernière. Le Brent, je crois qu'il avait perdu 20% de sa valeur en 2025. Et depuis le début de l'année, en fait, on est à plus de 10%, 12%, je crois, de hausse sur le Brent. Alors, les tensions en Iran ont pas mal contribué à cette remontée, hein. Il y a eu Vivement la fermeture du détroit d'Ormuz, comme alors ça. là, encore qu'on a vu que les chocs géopolitiques étaient quand même très bien absorbés par les marchés depuis un an, 2 ans. Maintenant, on absorbe beaucoup on absorbe assez bien ces chocs. Et donc, les réactions sont beaucoup moins mesurées que ce qu'elles n'auraient pu être il y a 3 à 5 ans. Donc là, on a quand même un baril qui se tient à 68 dollars. C'est pas énorme par rapport à ce qui se passe, à toute l'armada qu'on voit aux abords de l'Iran. On pourrait, enfin, on pourrait être beaucoup plus inquiet. Voilà, en tout cas, voilà, mais il y a une tendance structurelle qui fait que le prix ne peut pas non plus remonter trop fort, parce pour l'instant, il y a une surabondance d'offres. Les membres des pays de l'OPEP n'ont cessé de remettre du pétrole sur le marché depuis plusieurs mois, et donc pour l'instant, il y a presque une suroffre de pétrole. Donc pour revenir sur la question sur Total, aujourd'hui, il faut aller sur les compagnies qui sont capables de produire avec des coûts de production très bas. Et Total Energy en fait partie, heureusement. Son seuil de rentabilité avant la génération de cash, c'est moins de 30 dollars, hein, le baril. Donc, sur Total Energy, on n'a pas de souci. C'est un groupe qui continuera à gagner de l'argent, à générer du cash. Et on a vu que la priorité, c'était le dividende chez Total Energy. Ils ont annoncé l'année dernière qu'ils allaient peut-être réduire un peu leurs investissements, mais en tout cas, le dividende, ça restait la priorité et continuerait d'augmenter. Donc, on a un rendement qui est pas loin de 6% sur Total Energy. On pense qu'il faut en avoir. C'est aussi une façon de construire un portefeuille, en tout cas avec une valeur un peu assez défensive malgré tout. Et d'ailleurs, j'en profite, on a publié notre hors-série, notre guide bourse, et c'est vrai que vous avez recommandé dans les valeurs de fonds de portefeuille d'avoir du Total Energy pour avoir un portefeuille assez C'est stable toujours bien et d'avoir avec un bon rendement. du pétrole et de l'or dans un portefeuille. C'est toujours, Des voilà. valeurs sûres. Alors, Jacques Bouffant nous demande pourquoi les utilities Veolia et Eramet sont si faibles. Alors, Eramet et Veolia sont deux profils différents. Eramet, il y a eu un regain d'intérêt en début d'année avec les métaux, etc. Et ça s'est rapidement calmé parce qu'en fait, Eramet intervient surtout dans le domaine du nickel et du manganèse. Alors, contrairement au cuivre, ce ne sont pas des métaux qui ont le vent en poupe, le nickel et le manganèse. Ils dépendent assez fortement de la construction, notamment en Chine, hein. Le plus gros consommateur de nickel, c'est la Chine. Et étant donné que l'activité en Chine est assez faible, on a des volumes et des prix qui ont pas mal baissé, en tout cas sur un an, sur ces matières-là. Donc, Eramet, on est assez prudent, d'autant qu'il vient d'avoir un changement au niveau de la direction. Il y avait un nouveau patron qui est arrivé il y a quelques mois, qui vient d'être démis de ses fonctions. Donc, ça, Turbulence dans la toujours, gouvernance. voilà, c'est jamais très, très bien vu. En tout Hmm. cas, même si son plan était plutôt intéressant, il y avait quand même des objectifs de réduction de coûts, parce que Eramet a besoin de réduire ses coûts, du coup, dans la mesure où les volumes et les prix n'étant pas très, très, très élevés, la situation financière d'Eramet commence à devenir assez préoccupante. Et s'il n'y avait pas besoin, s'il y avait pas ces mesures, on pourrait avoir quand même des tensions, peut-être besoin d'augmenter le capital, qui ne serait pas bien vu du tout. Donc, en tout cas, actuellement, Eramet, tant qu'on n'a pas de Vigilance. vigilance, tant qu'on n'a pas de plus forte demande sur le nickel et le manganèse, on reste très prudent. Veolia, là, pour le coup, c'est une société qui est normalement défensive. Alors nous, on l'a fait vendre malgré tout. Enfin, on l'a fait vendre, pas parce qu'on n'y croit pas, hein, mais parce que on pense qu'il y a deux obstacles sur un groupe comme Veolia. C'est une utilities, donc elle dépend assez quand même de la situation en France, des collectivités. Enfin, alors, c'est un groupe international, hein, mais elle dépend quand même pas mal de la situation en France, des décisions politiques, etc.
et ça peut être un frein. On est plutôt sur une réduction des budgets qu'une Oui, augmentation. voilà, voilà, donc et puis les collectivités n'auront de moins en moins de ressources, donc c'est un peu compliqué, même si effectivement Veolia se distingue pas mal à l'international. Et d'autre part, c'est quand même un groupe endetté, hein, comme toutes les utilities. Et je pense qu'en tout cas, on restera toujours avec des taux longs qui vont être assez élevés à l'avenir. Et voilà, ça peut être un frein, en tout cas, en termes de coût de la dette, même si le groupe est plutôt bien géré, en tout cas, bien réduit ses coûts ces dernières années, et continue à le faire, et offre un rendement attractif de plus de 5%. Donc nous, on l'a vendu parce que voilà, on pensait qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire en mieux, mais ça reste malgré tout un titre qui peut être conservé en portefeuille. Très clair. Et vous avez dit que la décision bourse, le revenu avait encouragé à vendre ce titre parce qu'effectivement, je vous le rappelle, on fait un conseil quotidien par le biais de la décision bourse, qui est notre publication boursière. Donc tous les jours, les souscripteurs, les abonnés reçoivent un conseil de Bruno à l'achat pour viser à 18 mois, à 6 mois, à 12 mois, tel ou tel cours sur telle valeur, ou éventuellement à la vente quand, comme sur Veolia, on peut penser que le titre n'a plus beaucoup de potentiel et qu'il est plus nécessaire ou utile de l'avoir dans un portefeuille. Euh, je continue vos questions et d'ailleurs on vous présentera tout à l'heure parce que la décision bourse c'est un conseil quotidien mais c'est aussi un panorama complet toutes les semaines qui vous est envoyé le mardi matin. Question, existe-t-il des ETF sur l'or dans les assurances vie? Je ne crois pas, hein, Non, si? enfin déjà même en temps normal, il n'y a pas d'ETF en proprement dit sur l'or. Oui, parce Enfin, qu'un ETF c'est un panier de valeurs en voilà. principe. Donc, par définition, un ETF, c'est un panier, et donc l'or est tout seul, donc Ouais, ne peut pas figurer tout seul dans un panier. Alors, ouais. par contre, on peut acheter des ETC, c'est un autre style de produit d'investissement sur l'or, où là, on peut, voilà, qui est directement indexé sur l'or. Et qu'on peut mettre en assurance vie? Euh, je, je ne sais pas si on peut le mettre Ça en dépend des assurance contrats, vie. j'imagine. En tout cas, ce qui est possible de faire, je vais vous dire, puisque moi, à titre personnel, je me suis intéressé à la question. Il y a des fonds qui permettent de s'intéresser à l'or et aux métaux précieux en général, qui regroupent de l'argent, de l'or, du platine, des choses comme ça. Et par exemple, je peux vous donner un nom qui s'appelle OFI, Precious Metals, où là, vous pouvez le mettre dans un plan d'épargne retraite, notamment. C'était mon cas. D'accord, bah écoutez, très clair, parfait. Faut-il avoir du franc suisse? Franc suisse, c'est comme le pétrole et l'or. Voilà, c'est un C'est petit peu la valeur refuge. C'est un petit peu la valeur refuge. Oui, c'est alors dans les périodes de stress, pourquoi pas, et pourquoi pas investir d'ailleurs dans quelques actions suisses, justement, si on veut pas acheter du franc suisse. On peut très bien investir dans les actions suisses, donc on pourra profiter de la progression éventuelle du franc suisse par l'intermédiaire de. Et à ce sujet d'ailleurs, on vient de recommander justement dans nos portefeuilles, on verra tout à l'heure dans nos différentes rubriques, on vient de recommander une société suisse dans notre portefeuille de valeurs étrangères qui s'appelle la Compagnie financière Tradition et qui fait partie du groupe Viel et compagnie en France. Et c'est une société qui intervient dans l'intermédiation financière, qui réalise des opérations financières pour le compte des grands acteurs financiers, des grandes banques, des sociétés d'investissement, qui est présente surtout sur les matières premières, sur les taux, sur les devises, sur les actions, sur les obligations, et qui a une grande régularité de ses performances. Et donc voilà, un exemple ah de bah, société suisse excellent, qu'on peut mettre en portefeuille. excellent, excellent. Bah, c'est bon à savoir. Donc effectivement, un conseil tous les jours et un panorama complet toutes les semaines. Alors Juliette nous demande: «Que pensez-vous au sujet de l'immobilier?» Alors on va pas y répondre dans ce live Juliette, parce que vraiment Bruno est notre grand journaliste bourse, mais par contre dans 2 semaines, on va faire un autre live vraiment orienté patrimoine avec Christian Fontaine que vous connaissez peut-être et là on pourra parler d'immobilier, on pourra parler d'autres classes Peut-être un mot d'actifs. sur l'immobilier coté Ah bah éventuellement. l'immobilier coté, allez-y, très Parce que bien. c'est vrai qu'il y a la partie immobilier coté, donc notamment les sociétés foncières, hein, qui ont eu des parcours assez mitigés l'année dernière. C'est un secteur qui dépend assez fortement du niveau des taux d'intérêt, des taux d'intérêt à long terme notamment, alors que bizarrement, normalement, ils sont plus dépendants, ils devraient être dépendants des taux à court terme. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est un secteur qui est très corrélé au niveau des taux à long terme, en tout cas en France. Et étant donné le niveau élevé des taux à long terme, les taux, en fait, plus les taux augmentent et plus
les taux de capitalisation des loyers augmentent pour valoriser ces sociétés et donc plus la valeur du patrimoine normalement diminue. Donc la hausse des taux n'est pas du tout quelque chose de favorable pour les sociétés foncières. Bon, là, on est plutôt stable, hein, donc la situation s'est plutôt stabilisée, mais c'est vrai que pendant 1 ou 2 ans, on a eu une forte remontée des taux longs. Et donc aujourd'hui, voilà, ce secteur est un peu capé à la hausse par la persistance de ces taux longs élevés. Ceci dit, on a des rendements qui sont très, très intéressants sur beaucoup de sociétés foncières qui parviennent à augmenter en tout cas leur loyer tous les ans grâce au système d'indexation. Je pense à une société notamment comme Gecina qu'on aime bien, qui a un beau patrimoine sur Paris et sur Neuilly, et donc un patrimoine de qualité et puis des revenus qui augmentent, des loyers qui augmentent progressivement. Et Donc il y a donc de la on a distribution. du rendement qui tombe assez régulièrement de 6 à 7%. Hmm. Donc, même si on n'a pas de hausse du cours, parce qu'il est un peu capé par Le prix du foncier. le prix, voilà, en tout cas les taux qui empêchent la réévaluation du patrimoine. En tout Hmm. cas, on a des dividendes qui tombent assez régulièrement. Donc, une société comme Gecina, nous, on est très, très favorable dessus. Bon, bah, vous voyez, Juliette, on peut faire de l'immobilier même en bourse. On a réponse à tout. Très bien. Une valeur française à la peine, Stellantis, qu'est-ce qui... Ah, voilà, ouais, aujourd'hui, c'est la journée noire pour Stellantis, Ah ouais, qui perd plus de 20% ce matin, je c'est crois. terrible, 20%, c'est énorme. Alors effectivement, donc nous, on n'était déjà pas très favorable sur le marché automobile Hmm. d'une manière générale, parce que c'est un marché qui est devenu très, très concurrentiel, hein, avec l'arrivée des constructeurs chinois qui BYD, déferlantent, c'est incroyable. qui a pris beaucoup d'avance sur la voiture Hmm. électrique, même sur la technologie, hein, maintenant dans les ordinateurs de bord des voitures et tout. Enfin, par rapport aux Allemandes, il n'y a plus beaucoup de... Je veux dire, même parfois, elles sont même supérieures. C'est Hmm. devenu très, très compliqué de concurrencer les Chinois. Donc, Et puis, en plus de ça, si vous voulez, il y a le fait que les voitures sont devenues chères. Il y a un problème de consommation de la part des ménages. Donc, c'est devenu un marché très, très, très tendu. Et là, ce matin, Stellantis a annoncé en tout cas des provisions, justement parce que il a surestimé en tout cas surestimé la montée en puissance des véhicules électriques, hein. Ça, c'est un marché qui tarde à se développer. Et donc, voilà, on va avoir des provisions, mais à hauteur de 20 milliards, je crois. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc, mauvaise nouvelle de la part de Stellantis, qui avait aussi par ailleurs des problèmes d'approvisionnement en batterie électrique ces derniers jours. Donc, les mauvaises nouvelles, en tout cas, Ça s'accumulent. cumule. Et bon, on n'est pas plus favorable sur Renault non plus, d'ailleurs. On est quand même très, très prudent sur le marché auto et on est plus sur les équipementiers qui, eux, sont beaucoup plus diversifiés, qui travaillent avec les constructeurs chinois quand même, eux, donc ils permettent de bénéficier en tout cas de cette dynamique. Et voilà, une société comme OP Mobility, par exemple, on aime bien, c'est un peu notre valeur préférée dans le secteur, mais sinon, prudence en général sur les constructeurs. Très clair, très clair. Vous avez j'en suis très heureux, des centaines de questions vraiment que je vois arriver là dans les commentaires. On pourrait même m'accorder 30 secondes à chacune d'entre elles. On n'aurait pas le temps en 1 heure toutes les descendre. Donc j'en profite aussi pour vous dire que dans la décision bourse, vous pouvez poser vos questions directement à Bruno. On le verra après. Il y a une section questions-réponses, non pas en live, mais en différé. Donc vous les posez sur le site internet et Bruno y répondra. La rédaction y répondra. Peut-être une dernière question sur une valeur française qu'on connaît bien et après on pourra aller regarder justement cette décision bourse. Sylvain nous demande que conseillez-vous sur L'Oréal? L'Oréal, on est plutôt favorable. On l'assimile souvent à une valeur du luxe parce qu'effectivement, il y a un pôle luxe, hein, chez L'Oréal. Mais en fait, alors ce pôle luxe souffre un petit peu, comme un petit peu le luxe en général. C'est une question d'ailleurs, les valeurs du luxe de Ouais, Michel, donc on peut répondre on peut-être va aux deux en même répondre aux temps. deux, ouais. L'Oréal, c'est quand même donc le marché de la cosmétique, c'est un marché qui est quand même très défensif dans le temps. C'est un marché qui progresse tous les ans. Enfin, donc, quand ça va mal, c'est plus 1%, mais quand ça va bien, c'est plus 6-7%. C'est l'international qui tire Et voilà, le... c'est en fait, oui, l'international, les émergents, les Hmm, populations émergentes ouais. qui s'équipent de plus en plus en fait en produits S'enrichissant cosmétiques. Voilà, donc aussi, ouais. c'est pas des produits de luxe, donc ils sont assez accessibles. Hmm.
Et la partie justement émergente est devenue, qui a pris un poids considérable chez L'Oréal aujourd'hui. Donc on a une bonne diversification géographique sur un marché qui progresse naturellement tous les ans, et un groupe qui est bon, bien géré. Je veux dire, c'est un groupe qui est capable de faire progresser son bénéfice par action tous les ans, quelle que soit, on va dire, la situation économique mondiale. Donc, on aime plutôt bien. Alors, parfois, on a des croissances plus fortes que d'autres. Mais là, cette année, on devrait avoir des résultats plutôt de qualité chez L'Oréal. Et c'est un groupe qui, en plus, dispose d'une situation financière très, très importante et qui peut se permettre d'aller dans de nouveaux segments. Alors, on a vu qu'il y avait eu des investissements récents dans le domaine du Botox, hein, avec le enfin, un investissement dans la société Galderma. Donc voilà, il y a plus de possibilités de diversification avec un bilan très solide et très rassurant. Donc pour nous, ça reste une valeur de fonds de portefeuille. Très clair. Et les valeurs du luxe, alors peut-être pour Et répondre alors à le luxe, Michel? oui, alors on a eu une réaction très négative sur les résultats qu'a publié LVMH fin janvier. Les résultats étaient pourtant bons. Mais on attendait plutôt des éléments pour se rassurer, et on ne les a pas eus vraiment. Alors, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles, mais on n'a pas eu non plus d'excellentes nouvelles, notamment sur la consommation des Chinois, hein, des consommateurs chinois. Voilà, donc il y a eu une petite déception qui a provoqué une baisse du titre qui devient assez importante d'ailleurs. Et je pense que le niveau actuel, en tout cas, nous, on est plutôt acheteurs. C'est un marché qui va rester malgré tout, le marché mondial du luxe, il se normalise, mais en tout cas, il reprend un petit peu sa croissance. On a vu que même le dernier trimestre, LVMH, c'était quand même plus 1% de croissance organique. Ça reste malgré tout un marché qui, bien qu'en état de digestion, croît un petit peu et normalement devrait repartir progressivement. On mise beaucoup sur la Chine, les mesures de relance en Chine notamment. Mais en tout cas, c'est un secteur qui génère beaucoup de cash. LVMH, en tout cas, les comptes étaient bons, hein, Les malgré. marges sont bonnes. Les marges sont bonnes, le cash est très, 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 très solide. Donc rien que pour ça, et les valorisations ne sont pas délirantes non plus. Donc rien que pour ça, je pense on peut profiter de la baisse du titre LVMH, par exemple, pour le mettre en portefeuille aujourd'hui. C'est ce que fait d'ailleurs Bernard Arnault. Il avait annoncé, donc moi j'étais à la présentation des résultats, il a annoncé que lui et sa famille allaient se renforcer. Ils avaient arrêté d'acheter des titres depuis 2, 3 mois et qu'il allait le faire. Et j'ai vu effectivement hier, dans les déclarations AMF, que le groupe Arnault avait racheté des titres pour 190 millions quand même, en l'espace de 2 jours. Donc ça veut dire quand même qu'il croit quand même dans son affaire. Voilà. En tout cas, c'est un groupe qui résonne c'est une famille qui résonne sur le moyen long terme. Et je pense que effectivement, c'est ce qu'il faut faire sur un titre comme Et celui-là. il a repoussé la date de Voilà, son départ à la son retraite départ à à la retraite. 85 ans. Donc on a Voilà. au moins 10 ans avec Bernard Arnault à la tête d'LVMH, Voilà, on a ce Bernard qui a quoi Arnault. Bon, rassurer les épargnants. exactement. Alors voilà, il y a ces enfants qui commencent et qui sont un peu partout maintenant dans la société, qui se forment, en tout cas, en attendant la relève. Alors, on va basculer tout de suite, peut-être si tu veux, Rémi, bien nous mettre la décision bourse qu'on vous la présente. Et je vais en profiter pour prendre la question en même temps de Philippe, parce que je sais que vous aimez ça, Bruno. Un coup de poker pour 2026. Je sais qu'à la décision bourse, on prend des paris un Alors, peu audacieux on a pour... effectivement une rubrique qui s'appelle l'opportunité de la semaine, dans lequel on essaie de prendre des paris un peu plus risqués, parce qu'on a des portefeuilles de valeurs françaises et des valeurs étrangères, qui sont des valeurs de fonds de portefeuille, mais on a aussi une rubrique qui nous permet d'aller sur prendre un risque. des investissements un peu plus risqués. Donc, ce qu'on a fait là, la semaine dernière, on a choisi une société qui s'appelle SideTrade, qui édite des logiciels de gestion du cash. C'est des plateformes order to cash, on appelle ça. C'est des logiciels qui permettent aux entreprises, en tout cas, de récupérer leur cash auprès des clients, etc. Donc, c'est un segment très, très, très spécial, en tout cas, du secteur des logiciels, mais qui progressait fortement. Et donc, on a choisi ce titre-là parce qu'il avait pas mal baissé. La croissance commence un petit peu à se normaliser. On a eu plusieurs années d'hypercroissance et on a une forte baisse du cours. Et on s'est dit que bon, le cours avait suffisamment baissé pour que ça redevienne attractif. Donc, c'est un titre qu'on a pu acheter d'ailleurs, parce qu'on avait passé une limite d'achat à 131. On est tombé même à 110
s'il y a eu un crash, on va revenir dessus peut-être 2 secondes après, sur les sociétés de logiciels Bien sûr. ces derniers jours. Donc, SideTrade faisait partie de ces sociétés de logiciels. Et comme son marché est assez étroit, la baisse a été amplifiée. Et on est repassé à plus de 140 euros juste après. Donc, on est plutôt rassuré. Voilà, ça fait partie en tout cas des sociétés. Donc déjà un gain Voilà, significatif. on est prêt. Enfin, nous, notre objectif, c'est de gagner le 10% le plus rapidement possible. Dès qu'on fait 10%, en général, on commence à vendre dans cette rubrique, dans le cadre de cette rubrique-là, en fait. Et là, on est presque atteint déjà l'objectif au bout d'une journée, en fait. C'est de la belle Voilà, performance. mais voilà, on Les était sur un performances passées, secteur, voilà, et on était attention. sur un secteur qui a vraiment beaucoup bougé Ouais. avec enfin, je ne sais pas si je peux rentrer 2 secondes Allez-y, dans le avec plaisir. détail Ouais. sur les secteurs de logiciels, parce qu'on aura peut-être des questions aussi Il y en a beaucoup. Ouais. sur Capgemini, etc., qui a beaucoup baissé ces derniers jours. Et là, on a eu un phénomène assez intéressant, c'est la société Anthropic qui a mis à jour son agent IA qui s'appelle Claude, et qui lui permet maintenant d'automatiser certaines fonctions marketing, juridiques, etc. Et donc, on se pose la question si ce genre d'agent IA va pas Bousculer les bousculer logiciels existants. toute la partie logicielle, et même des sociétés de publicité, comme on a vu Publicis qui perdent 10% de sa valeur en 2 jours à cause de ça uniquement, quoi. Mm. Donc il y a beaucoup de questions. Alors ça ne veut pas dire que ça va tout révolutionner, parce que bon, les marchés, quand c'est comme ça, ils vendent tout, et puis après on regarde un peu ce qui se passe. Pour l'instant, ces sociétés considèrent, je sais pas, enfin les sociétés, que ce soit la publicité ou comme Publicis, ou les sociétés de logiciels ou des sociétés informatiques comme Capgemini, elles pensent au contraire que l'IA sera une force, elle va leur permettre de gagner en efficacité, de répondre davantage aux besoins des clients. Donc, pour l'instant, c'est un match, en tout cas, voilà, entre les pessimistes qui pensent que l'IA va tout détruire et ceux qui pensent au contraire qu'elle servira. Et en tout cas, ça a beaucoup pesé, en tout cas, sur le secteur des logiciels ces derniers jours. Et les marchés, ouais, effectivement, ont plutôt corrigé Ah oui, tous oui, ceux qui étaient très sur ces fortement secteurs-là, il y a vraiment une tempête sur ce secteur. Donc très on y clairs. reviendra d'ailleurs dans notre numéro qui sortira Mardi mardi. prochain. Voilà. Bon, bah, excellent. Alors, allons-y, on va présenter un peu la décision bourse. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que vous avez tous les jours une newsletter avec un conseil précis sur une valeur. Achetez à tel prix, attendez 18 mois, revendez à tel prix. Donc, on s'engage. Et toutes les semaines, vous avez un panorama complet qui vous fait, voilà, vous brasse l'actualité des marchés. Je vous laisse, Bruno, peut-être présenter cette première page. Première page, voilà, on fait un point marché en fonction de l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui a marqué le plus la semaine, et qu'est-ce qui a fait bouger les indices. Donc voilà, on revient sur tous ces éléments, et on essaie d'en tirer une conclusion pour la stratégie boursière de la semaine à venir. Voilà. D'accord, donc ça c'est l'édito, le Point marché. point marché très clair, le chiffre de la semaine, etc. Ben, très bien. Et vous avez un résumé de tout ce qu'on préconise en achat, en vente, enfin, un résumé de toute la lettre qui a sur la partie droite, sur les recommandations à l'achat et à la vente. Très clair. La page suivante. Donc là, on rentre bon, on a une partie agenda sur la gauche, hein, on vient sur les principaux événements à suivre de la semaine qui arrive. Donc les événements à la fois en termes macroéconomiques, les rendez-vous macroéco, ça peut être le rendez-vous de la BCE, de la Fed, ça peut être des annonces de taux de chômage, d'inflation, qui peuvent conditionner en tout cas les marchés. Donc c'est intéressant de savoir ce qui va se passer. On a aussi des agendas de publication de résultats. En ce moment, il y en a beaucoup. Et puis, donc, on commence, voilà, on a une double page, en fait, où on répond aux questions de nos lecteurs. Ce sont des questions qui sont posées sur le site web décisionbourse.com. Donc, tous nos abonnés peuvent avoir accès à ce site et à cette rubrique questions-réponses. Et voilà, on sélectionne une série de réponses aux questions que vous nous posez chaque semaine, enfin tous les jours. D'ailleurs, vous me posez des questions tous les jours. Et en plus, vous répondez à toutes les questions et vous en sélectionnez les meilleures, c'est ça, Voilà, tout pour à la fait. On lettre. fait une sélection. Donc, on s'engage à répondre dans les 24 heures. Et puis, voilà, on choisit les plus pertinentes et on en fait un résumé donc, dans les pages 2 et page 3.
Voilà, donc on peut voir la Voilà. page 3 qui est 3 effectivement qui est le complété avec des principaux indices boursiers, mais aussi vous avez, nous, voilà, on suit le CAC, le SP 500 aux États-Unis. On a fait toujours un point sur le dollar qui en ce moment connaît des fluctuations assez importantes et sur le pétrole également. Voilà. très clair, donc les valeurs importantes. Donc là, on rentre dans la gestion des portefeuilles. Donc là, on a une sélection de notre portefeuille de valeurs françaises est composé de 20 valeurs que l'on arbitre de temps en temps. Alors là, il se trouve qu'en début d'année, on a fait effectivement, en général, en début d'année, on fait toujours des arbitrages, hein. On prend des bonnes résolutions pour l'année en cours. Donc voilà, ce sont des valeurs qui sont censées rester assez longtemps, puisqu'on considère qu'elles ont des fondamentaux très solides, qu'elles sont assises sur des tendances structurelles assez porteuses, et donc on va essayer de les garder et de profiter un petit peu de cette tendance positive, normalement avec des croissances de bénéfices assez régulières. Très clair, le fond de portefeuille de la décision bourse. Là, même chose, mais pour les valeurs étrangères. Valeurs étrangères, donc où on va puiser un petit peu sur les différents marchés. Alors, on se focalise quand même essentiellement sur le marché américain et quelques marchés d'Europe comme l'Italie et l'Espagne qui ont plutôt bien fonctionné l'année dernière et qui continuent d'ailleurs de bien fonctionner cette année, hein. Quand on regarde la performance, le CAC 40, là, depuis le début de l'année, on est retombé à zéro. L'Allemagne presque aussi. Et puis, les deux marchés européens qui fonctionnent le mieux encore, c'est l'Italie et l'Espagne. Et quels sont les secteurs qui C'est toujours boostent la banque, toujours toujours la la banque. banque, ouais. Donc d'ailleurs, nous, on a dans cette rubrique-là, on a fait un arbitrage, on a intégré la première banque italienne dans le portefeuille, s'appelle Intesa San Paolo, justement pour surfer encore, parce que malgré le beau parcours de l'année dernière, on pense qu'il y a encore du potentiel. C'est un secteur qui évolue dans un contexte encore favorable en termes d'environnement de taux d'intérêt qui reste positif. Et puis dans une conjoncture qui est bonne à la fois en Italie, mais aussi en Europe. On devrait avoir quand même des signes d'amélioration avec les plans de relance en Allemagne notamment. Et en Espagne, c'est quel secteur L'Espagne, c'est qui est pareil, c'est aussi toujours la c'est banque? aussi la banque très, 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 Santander très qui est forte. Banco Santander, oui, conquérante. vous avez beaucoup, voilà, exactement, ça fait partie des grands gagnants. Mais vous avez aussi, on a une belle société espagnole dans le portefeuille d'ailleurs qui s'appelle Ferrovial, qui est l'équivalent de notre Vinci à nous, qui est même encore plus présent aux États-Unis, plus fort aux États-Unis, notamment dans les concessions autoroutières aux États-Unis, qui est très rentable. Parfait. Alors peut-être je prends des questions qui arrivent aussi, hein, n'hésitez pas à continuer à en poser, hein, autant que possible, on va les prendre. Beaucoup de questions sur les... Alors Novo Nordisk, ouais, voilà, ça c'est intéressant aussi. Sanofi, le secteur de la santé, Ouais, là, Novo Nordisk, on a à vu nouveau. le Ouais. pic et le... Il y a eu un gros décrochage, hein, effectivement, Novo Nordisk. Donc le Star des médicament, marchés. le médicament coupe-faim qui fait un malheur, hein. C'est vrai que on est sur un marché potentiellement gigantesque, hein, le marché de l'anti-obésité, en fait, qui était au départ un médicament quand même pour le diabète, je crois, et qui se transforme en un vrai médicament pour l'anti-obésité. Alors, sauf que effectivement, le problème de Novo Nordisk, c'est les baisses de prix que demande Donald Trump aux États-Unis. Ah, c'est Plus, ça le principal ouais. facteur de... Ce qui a fait baisser le titre, c'est ça, c'est que voilà, il y a le marché américain, c'est un marché énorme, il y a beaucoup d'obèses, hein, mais par contre, Trump veut des baisses de prix. Et donc, la condition pour vendre aux États-Unis maintenant, c'est de quand même modérer les prix. Et donc, Novo Nordisk va devoir baisser ses prix. C'est un petit peu ça qui a fait plonger le titre cette semaine. qui a Donc, perdu quasiment tout ce qu'il avait gagné ah oui, ces oui, dernières alors années. donc c'était en dents de scie, hein, parce qu'il y a eu un parcours exceptionnel de Novo Nordisk. Après, il y a eu l'arrivée du concurrent Eli Lilly qui est venu concurrencer. Donc c'est un Américain en plus, donc il part avec un petit avantage, en tout cas sur le marché américain, qui est venu concurrencer parce que son produit était un peu plus adapté. Donc ensuite, Novo Nordisk est revenu dans la course. Et là, on se heurte aujourd'hui donc au problème des baisses des prix des traitements qui étaient quand même assez élevés, hein, donc,
Bon, croisons les doigts pour que les Chinois s'engraissent. Oui, alors, Et ça, je ne pense pas, effectivement, ça, il va falloir un petit peu de temps pour que le marché de l'obésité se développe en Chine, comme il l'a fait aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, c'est un marché bon, qui reste assez captif, hein, qui a un fort potentiel, mais il va falloir se méfier, en tout cas, du pricing, en tout cas, le côté pricing de ces sociétés cette année. Sanofi, alors, Et un Sanofi, peu. alors, Sanofi, alors, pour le coup, Sanofi, présence aux États-Unis aussi, mais pas, enfin, présence locale aussi déjà, première chose. Et on n'est pas du tout sur enfin, la problématique de Sanofi, c'est autre chose, c'est sa dépendance à un blockbuster qui s'appelle le Dupixent. C'est un traitement qui est à l'origine pour l'eczéma, hein, et qui a été, dont les applications ont été étendues à pas mal d'autres euh, euh, traitements. En tout cas, Pas enfin, encore l'obésité, mais non, pas l'obésité, qui mais en tout sait? cas, il est valable pour l'eczéma, mais pour beaucoup d'autres choses. Et du coup, alors, ce traitement, il cartonne, hein, mais ça représente aujourd'hui, de mémoire, pas loin de 50 ou 60% du chiffre d'affaires de Sanofi. Donc, il y Énorme. a une dépendance à Ouais, ouais. ce traitement. Et c'est pour ça que Sanofi ne vaut pas cher aujourd'hui en bourse, hein. On est à 10 fois les bénéfices, c'est vraiment pas cher. Pour un laboratoire qui gagne de l'argent, qui génère beaucoup de cash, qui verse un beau dividende. C'est pour ça On aime on bien aime cette bien valeur. l'action malgré tout. Hmm. Ça reste et donc là, une valeur de fonds de portefeuille. La question, ça va être de savoir si dans ses activités recherche, il y a des relais de croissance pour le futur, ce qui semble être le cas, notamment il y a un traitement dans l'hémophilie qui est assez prometteur, en tout cas chez Sanofi aujourd'hui. Et voilà, on peut penser que la direction a demandé encore 2 ans de patience aux investisseurs pour Le cours qu'ils reprenne. puissent démontrer un petit peu il y a pas mal de produits qui sont en phase 3, hein. Il y a Hmm. plusieurs phases, vous savez, dans la pharmacie, et donc qui vont progressivement pouvoir peut-être arriver sur le marché, qui sont en développement aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même des choses dans le portefeuille de Sanofi. Et donc, en tout cas, compte tenu des cours actuels, en tout cas, le risque, il est déjà pas mal intégré. Et on pense que c'est plutôt un cours intéressant, d'autant que le rendement, il est pas loin de 5%, entre pas loin de 4,5-5%. Un rendement qui ne baisse jamais, en fait, chez Sanofi. Donc, Donc une valeur intéressante. donc voilà, Bon, bah, on très peut la bien. garder Alors, en fonds de portefeuille aussi. il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être continuer à avancer sur notre décision bourse. J'en profite d'ailleurs, on vous fait une offre aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner à la décision bourse, vous la payez moins cher, votre abonnement annuel, hein. Donc profitez-en, on vous donnera des liens pour y accéder. Ça va durer que quelques heures, forcément, c'est le principe d'une offre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir tous les jours un conseil de notre rédaction, et toutes les semaines le panorama boursier qu'on vous présente. Et d'ailleurs, Rémi, si on pouvait le remettre pour continuer à expliquer aux, aux auditeurs voilà, les autres rubriques, et évidemment poser toutes vos questions à la rédaction en live ici une fois par mois, mais surtout tous les jours quand vous le souhaitez sur l'application et sur le site internet. Donc, est-ce qu'on avait présenté cette page? Non, Non, alors on pas l'avait pas encore. vu. Justement, on a vu qu'on avait des portefeuilles d'actions françaises, des portefeuilles d'actions étrangères. Et aussi, donc, il faut penser à diversifier les portefeuilles. Donc, c'est pour ça qu'on a des produits de taux, obligations en particulier, et des produits de diversification sur les métaux, les matières premières, l'or notamment. Donc, ce sont une rubrique qui nous a beaucoup servi, en tout cas l'année dernière, et qui continue de le faire aujourd'hui, compte tenu de l'engouement, en tout cas pour les métaux. Donc on a des produits sur l'or, on a aussi des produits sur le cuivre, et puis des produits plus globaux. Il y a des ETF plus globaux qui intègrent aussi le pétrole, enfin l'ensemble des matières premières. Donc voilà, ce sont des produits, ce qu'on appelle en tout cas de diversification de portefeuille. Et alors, les taux, justement, on avait eu des questions. J'ai vu comment, sur le marché obligataire, comment se porte-t-il? Marché obligataire, enfin, je veux dire, les banques centrales sont plutôt dans une position attentisme maintenant. On a vu la Fed qui avait passé son tour, la BCE aussi. Voilà, maintenant, on rentre dans une période un petit peu de stabilité au niveau des taux courts, en tout cas, et les taux longs également. Donc, voilà, je pense qu'il y a un intérêt de détenir des obligations pour le rendement. Après, pour les variations de cours, ça devient un peu plus limité Oui, aujourd'hui.
Et Après, quand on voit la performance qu'on peut avoir sur les actions, oui, c'est oui. peut-être dommage d'aller sur les Alors, obligations alors qu'on il y fait a peut-être il y du, a des choses à faire, par contre, sur les obligations des pays émergents, où là, il y a quand même des bonnes perfs à faire. On peut avoir des rendements de pas loin de 10%. Donc, on peut s'intéresser à cette classe d'actifs, en tout cas dans les obligations. Si je recommandais aujourd'hui les obligations, j'irais plutôt sur les obligations émergentes. très clair, très clair. Alors, continuons. Rémi, si tu veux bien, la page suivante. Voilà, donc là, on est sur un focus sectoriel, c'est-à-dire que toutes les semaines, on vous propose de passer un petit peu à la moulinette un secteur ou un mini-secteur. Donc, on a une cote française assez riche, hein. On a pas loin de 700 sociétés cotées sur le marché parisien. Et on essaie de définir les tendances de différents secteurs. Alors parfois, il y a des secteurs qui sont très difficiles, mais malgré tout, on a toujours quand même malgré tout une société qui peut sortir du lot. En tout cas, c'est l'objectif, en tout cas, de les identifier et d'évoquer un petit peu ces opportunités qui peuvent se présenter dans chacun des secteurs. Et donc là, cette semaine, c'était sur les sociétés holding, c'est ça? Voilà, donc on a fait un petit point sur les holdings. C'est de la Euh, famille Peugeot, voilà, etc. il y a la famille Peugeot, il y a les Euraseo, les Wendel, mais aussi les plus petits, la société Burel, la famille Burel, qui contrôle Plastic, enfin OP Mobility aujourd'hui. Des sociétés comme ça sur lesquelles, voilà, qui sont un peu, d'ailleurs, c'est des titres qui sont très, très décotés. Il y a des cotes historiques de 60% sur les actifs nets aujourd'hui. Parce que les holdings sont un peu mal aimés de la part des investisseurs. Et vous les recommandez Donc parfois? voilà, nous On profite justement de cette ouais, décote? alors il y en a, voilà, on est sélectif. On a notamment à l'achat sur la société Burel, Mm. qu'on trouve le décote est très 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 élevé et sur des actifs qui sont de qualité, bien gérés. Donc dans le cadre d'un investissement moyen long terme, on pense que c'est bien on peut se positionner sur ce type de société. Très clair, très clair. Bon, bah parfait, on peut aller à la page suivante. Et ensuite, on a une double page, donc celle-ci et la suivante, qui reprennent un petit peu les conseils que l'on vous adresse tous les matins dans les newsletters. Donc, puisque les newsletters, on vous donne un conseil. L'idée, c'est le défi qu'on se met, c'est de vous donner une idée d'investissement chaque jour. Et Et donc là, on refait un point sur sur les conseils qu'on a donnés au cours des 4 dernières semaines. oui, je pense que c'est une rubrique essentielle parce que, à la différence d'autres publications, on assume nos conseils. C'est-à-dire Absolument. on ne donne pas un conseil et après on va voir ailleurs, on met sous le tapis s'il n'y a pas de performance ou quoi que ce soit. Au contraire, là vraiment, sur le très long terme, hein, la décision bourse existe depuis des années, on donne des conseils tous les jours et on les suit. Alors, on n'est pas Madoff, on n'a pas raison Non. à tous les coups, L'objectif, mais c'est d'avoir raison le plus souvent que d'avoir tort. Et donc, voilà, nous, enfin, quand on regarde un petit peu l'historique de nos conseils, on a un taux de réussite, ce qu'on appelle le conseil, enfin, la société vendue en plus-value sur le nombre total de conseils donnés, un taux de réussite qui est à peu près de 80%. Donc, voilà, c'est solide. c'est notre fonds de commerce. Mm. Et donc, bien sûr, on a des positions sur lesquelles on va sortir en moins-value. Ça, c'est inévitable. Mais voilà, l'objectif, c'est voilà, d'avoir le plus possible de positions gagnantes. Mais sachant que voilà, on ne laissera jamais nos lecteurs dans la nature avec un conseil qu'on aurait donné. Tant qu'on n'a pas débouclé la position, on fera toujours un point sur la société et on expliquera à la fin pourquoi on l'a vendu en plus-value ou pourquoi on l'a vendu en moins-value. Très clair. Et c'est drôle, je prends la question de Marc Alarousse qui nous demande qui sont les actionnaires de l'Eurevenu. J'imagine que je comprends la question derrière. Est-ce qu'on est influencé par des très grosses sociétés qui pourraient être actionnaires chez nous? Eh bien, non. Nous sommes une rédaction 100% indépendante. Bernard Arnault n'est pas derrière le revenu. Donc, on ne va pas vendre les titres LVMH en disant que c'est une beauté alors qu'on n'y croirait pas. Non, non, c'est une rédaction qui est 100% indépendante, entrepreneuriale, qui n'appartient pas à un groupe. C'est un groupe média entrepreneurial et ambitieux qui est parfaitement impartial, objectif dans les conseils qu'on donne. Notre premier objectif, c'est comme Bruno l'expliquait, vous permettre à vous de faire de la performance, hein. Les marchés sont bons, il faut en profiter. C'est
pas toujours facile, hein. Vous êtes face à des professionnels, vous êtes face à des algorithmes, vous êtes face à des institutionnels. Donc, souvent le petit porteur peut être, débordé dans ce contexte et pas toujours le mieux équipé. Mais nous, ici, à la Décision Bourse, ben, on est branché au meilleur logiciel qui nous donne toutes les informations en direct. On a une expérience de longues années. On a des journalistes qui passent leur journée entière à éplucher les marchés, qui connaissent les valeurs, qui s'y intéressent. Je pense que Bruno vous le démontre de manière très, très efficiente. Donc, c'est cette qualité du conseil qui fait que nous vivons bien. Et d'ailleurs, vous verrez dans la Décision Bourse, on est en train de la passer ici. Il y a même pas de pub, hein. Personne ne nous paye pour apparaître dedans ou quoi que ce soit. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner le meilleur conseil et de vous encourager à rester et continuer à nous lire si vous aimez la bourse, si ça vous intéresse. Si vous avez envie d'investir, de faire fructifier votre épargne, votre retraite et aller chercher des dividendes et de la performance, ben voilà, nous, c'est votre intérêt mieux il sera servi, plus vous serez attaché à la lecture et vous serez fidèle lecteur. C'est tout ce qui compte pour nous. Donc, je vous rappelle notre offre aujourd'hui, profitez-en. Elle va durer quelques heures. Ça nous ferait très plaisir de compter de nouveaux lecteurs aujourd'hui. Est-ce qu'on continue peut-être, Rémi, s'il te plaît, sur les autres pages, les quelques minutes qui nous restent et encore merci pour tous vos conseils et pardonnez-nous de ne pas avoir pu répondre à toutes, hein. On va certainement vous retrouver dans la Décision Bourse et vous pourrez les poser à ce moment-là et on reprendra encore quelques conseils dans les minutes qui nous restent. Voilà, donc on continue. On a une rubrique qui s'appelle l'opportunité de la semaine, où là, on fait un focus sur une société sur laquelle on prend un pari un peu plus appuyé que sur les paris qu'on donne tous les matins dans nos newsletters. On revient un peu plus en détail sur le parcours de la société. Donc là, effectivement, il s'agit de... c'est bien SideTrade, je crois. Oui, c'est celle Ouais, que vous c'est ça, décriviez tout à l'heure, l'IA comme voilà, accélérateur de exactement. croissance. Voilà, donc voilà, vous avez... À 10% d'un jour, alors ça c'est exceptionnel, n'y croyez pas, nous n'allons pas faire ça tous les jours. Donc, nous l'avons recommandé à l'achat la semaine dernière, justement, et donc on va la recommander à la vente cette semaine. Les 10% ont été pris, l'objectif a Voilà, été donc atteint. l'objectif, c'est de faire tourner le portefeuille le plus vite possible, en tout cas dans le cadre de cette rubrique-là. Oui, il y a des valeurs de fonds de portefeuille à côté Bon, on peut et il y a voilà. des valeurs plus... Parfois, ça peut être des valeurs de fonds de portefeuille qu'on présente dans cette rubrique parce qu'on considère qu'elles sont sous-évaluées. Donc, donc on investit dessus, mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus sur des paris un peu plus sportifs, on va dire, un peu plus intéressants, enfin, en tout cas, qui peuvent rapporter un peu plus et plus rapidement. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, cette rubrique, on donne un conseil sur lequel on reviendra tant qu'on n'aura pas vendu la position. On reviendra dessus régulièrement à chaque publication, notamment. Bon, eh bien, très clair. Et Anna nous dit, dommage que l'hebdo n'existe plus. Mais justement, l'hebdo du revenu était un hebdo bourse. Donc vous avez compris que ce qu'on vous présente ici, c'est un hebdo. C'est-à-dire que c'est non seulement une quotidienne sur les newsletters pour les conseils que vous allez recevoir, mais aussi un hebdomadaire, un panorama toutes les semaines des marchés boursiers, des marchés de taux, des marchés sur les métaux précieux. Donc vous voyez, l'idée était de ne pas avoir deux publications qui se chevauchent. Vous avez en plus la possibilité de poser des questions tous les Exactement, jours. bien sûr, ce qui est très, très avantageux pour vous. Alors, il est 12h27, il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on... Oui, on a le temps de finir. Allez. Donc là, justement, on revient dans cette rubrique-là sur les conseils qu'on a donnés les semaines précédentes dans le cadre de l'opportunité de la semaine, c'est-à-dire les sociétés qu'on épluche un peu plus en détail. Et voilà, on revient sur leur actualité et vous avez sur la partie de droite toutes justement les opérations qui sont en cours, parce que nous, nos conseils, on les associe à des limites d'achat ou des limites de vente, parce que l'objectif, c'est de bien acheter et de bien vendre. Ce qu'on peut faire souvent d'ailleurs chez les bons brokers, on voilà, peut fixer... Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout quand les marchés sont volatiles, il vaut mieux en tout cas mettre des limites assez précises. Comme ça, on dort tranquille la nuit. S'il y a un crack ou quoi que ce soit, on est capable de s'adapter. SideTrade, par exemple, j'avais mis l'objectif, la limite d'achat à 7-8% en dessous du cours quand j'ai écrit l'article. Et en fait, quand il y a eu la tempête sur les logiciels, on l'a enfoncé. Donc, ça nous a permis d'acheter pas tout de suite, en tout cas, et puis de l'acheter à un cours assez intéressant.
Et voilà, la performance, elle se fait beaucoup en tout cas sur les limites d'achat, limites de vente. C'est pour ça que voilà, tout est bien recadré sur la partie droite. On sait à quelle valeur on achète et à quel prix, et quelle valeur on vend et à quel prix également. Très clair. Je réponds à Jean-Baptiste qui pose la question, fan historique du revenu, bah, c'est très sympathique. Il n'y a plus de mensuel papier. Le mensuel papier, je vous rappelle, il était rédigé le lundi et vous le receviez dans vos boîtes aux lettres le vendredi ou le samedi. Donc quand c'était de la bourse, c'était pas de l'information fraîche, c'était pas de l'actualité. Typiquement, là, on peut réagir tout de suite au crack qu'il y a eu sur les métaux précieux, sur les valeurs technologiques. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir dématérialisé et d'avoir cette décision bourse qui vient remplacer l'ancien hebdo qui ne parlait que de bourse. Par contre, il reste évidemment le mensuel que vous connaissez, que vous retrouvez en kiosque, qui a même été étoffé, qui a plus d'une centaine de pages maintenant. Donc le revenu aujourd'hui, c'est un mensuel et la décision bourse, c'est ce titre qu'on vous présente aujourd'hui et une rédaction qui répond à vos questions en permanence. On peut continuer, Rémi, si tu veux, sur la présentation justement Il reste une dernière page, je crois. C'est celle-là, les transactions des dirigeants. On y est. Non, Si, je crois que c'est ça, non? non, c'est celle d'après. La dernière, la page. Là, on est sur transactions des Oh, dirigeants, on ne l'avait pas encore je vois présenté. je voyais pas très bien. Non, transaction des dirigeants, très bien. Ouais, on y est. Je vois pas bien de loin. Oui, oui, voilà, c'est cette dernière rubrique. On essaie d'aller un petit peu plus loin, de regarder un petit peu les signaux qui pourraient donner des idées d'achat ou de vente, en observant ce qui se passe sur les mouvements de titres que font les dirigeants. Donc, lorsqu'un dirigeant rachète les actions de sa société, c'est plutôt encourageant. Donc, on parlait tout à l'heure de LVMH. Bien sûr. Hein. C'est quand même un signe de confiance. Donc, voilà, ça peut donner des indications. Et donc, on essaie de retracer ici dans cette rubrique-là tout ce qui peut voilà, donner. Et les franchissements de seuil qui sont des sociétés Voilà. qui pourraient être intéressées pour Là, faire c'est une pareil. OPA, pour racheter. Exactement. Les franchissements de seuil, voilà, quand une société franchit un seuil de 5%, soit elle se contente des 5%, mais elle peut être tentée de monter. Et on voit parfois, d'une semaine à l'autre, il y a des franchissements, c'est 5%, la semaine d'après, c'est 10, etc. Ouais. Donc là, on se dit, moi, je voyais, Il y a par un exemple, signaux faible. vous voyez Daniel Kretinsky qui se renforce dans pas mal de sociétés, dans la Fnac notamment. Donc, il a fini par faire une OPA sur la Fnac. Et c'est également dans le cas dans une autre société qui s'appelle Cadient, où il est présent et il monte aussi dans le capital. Donc, ça, c'est des signaux assez intéressants. Et voilà, on peut en déduire certaines choses, en tout cas, qui peuvent nous guider dans la stratégie d'investissement. Oui, c'est là toute la granularité de la décision bourse. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur les transactions des dirigeants. Certaines, c'est uniquement pour s'acheter une maison, faire de la liquidité. Ça n'a pas de signification sur le cours. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand la famille Arnaud est assez agressive et prête à racheter des titres, bah, c'est qu'il y a de bonnes perspectives. On peut penser qu'ils ont une meilleure appréciation que le marché de leur propre société. Alors parfois, ça peut être aussi des risques de manipulation ou autre, donc il faut faire très attention. Et d'où l'importance d'avoir une bonne boussole et de bons journalistes pour vous aider à prendre ces décisions. Et donc, c'est ces pages-là qui concluent la décision bourse. Absolument. Parfait. Bah, écoutez, c'était passionnant. Il est 12h30, donc on a vraiment réussi notre objectif. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. On sera ravis de refaire cet exercice tous les mois. Donc, vous voyez, on ne peut pas répondre à 100% des questions parce qu'elles sont très, très nombreuses, mais on a essayé de balayer beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, des titres qui font l'actualité, des titres auxquels on croit, d'autres auxquels on croit moins, comme Stellantis. On veut vous démontrer la qualité de nos conseils, vous être utile, vous aider à mieux gérer votre portefeuille. On sait que c'est pas facile, qu'il y a de belles opportunités en bourse, que beaucoup de Français ont envie d'y aller, ils ont raison, parce que c'est un bon moyen à la fois de financer l'économie réelle et de diversifier son portefeuille, et puis de s'intéresser aussi. Ce qu'on voit, ce qui est passionnant quand on écoute Bruno, c'est que aller en bourse, c'est s'intéresser au cycle économique, c'est s'intéresser à la géopolitique, à des politiques monétaires, à des modèles économiques de société, à des marchés émergents. Enfin, c'est vraiment l'occasion de parfaire sa culture, son intelligence de manière générale, de s'ouvrir au monde. Voilà, c'est les valeurs qu'on prône à la décision bourse et au revenu. Donc on espère que cette heure vous aura été utile. On sera ravis de vous retrouver grosso modo dans un mois. Si vous êtes abonné à notre newsletter, on le fera savoir ou sur le site internet du revenu. On sera ravis de reprendre vos questions autant qu'on le pourra pendant cette heure. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et continuer vraiment l'aventure de décision bourse, je vous rappelle qu'on vous fait une offre aujourd'hui pour vous abonner. Et on espère donc vous retrouver très vite. Et on a même pour projet de faire un événement qui pourrait réunir
les abonnés de Décision Bourse, les abonnés du Revenu pour que les lecteurs se rencontrent, hein. On va faire plusieurs événements même, hein, dans l'année. On va faire un peu un tour de France, aller dans toutes les grandes et les moyennes villes pour que chacun d'entre vous puissiez aussi discuter entre vous, vous rencontrer, et que cette communauté du Revenu, que je rappelle une communauté entrepreneuriale, de lecteurs, d'entrepreneurs qui veulent se connaître et qui veulent améliorer leur patrimoine, puissent voilà, se rencontrer, travailler ensemble, faire des choses, vivre ensemble. C'est le but de notre rédaction, petite, indépendante, mais fière de l'être et très heureuse d'avancer comme ça. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour cette heure ensemble, Merci c'était Gaspard, passionnant. merci à tous. Et à bientôt tout le monde, on était vraiment ravis de cet échange. Merci à tous, À merci de nous avoir bientôt. suivis, merci pour vos questions.